Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Radio Imo, ravi de vous retrouver dans Allô Radio Imo. Vous le savez, c'est votre émission. Chaque semaine, des experts répondent à vos questions et on reçoit de nombreuses questions sur la rénovation énergétique. C'est pourquoi cette semaine, je reçois Sylvain Lefebvre, bonjour. Bonjour Bérénice. Président de Synergiec et Pierre Évrard, bonjour. Bonjour Bérénice. Directeur associé de Synergiec. Alors, première question, qu'est-ce que Synergiec? Que faites-vous ? Eh bien, Synergiec est une entreprise récente, mais issue d'un cumul d'expériences des associés. J'en porte la présidence. L'idée simple est de financer la rénovation énergétique depuis l'obligation des DPE, du décret tertiaire. Le climat résilience. Et le climat résilience, bien sûr. Donc, on adresse les marchés du particulier à travers le résidentiel, que ce soit en tant que résidence principale, secondaire ou locative, et on adresse évidemment les bureaux, tout ce qui touche le tertiaire, les commerces, les entrepôts. Avec le fameux décret tertiaire. Tout à fait. Partenaire unique du financement durable de votre rénovation énergétique. Voilà, c'est votre credo. Oui, bien sûr, parce qu'on connaît dans le board de l'entreprise, on a des sachants qui viennent des C2E, donc ils maîtrisent bien toutes ces aides dont on va sûrement parler tout à l'heure, évidemment. On maîtrise bien l'assurance avec un des associés aussi qui vient de ce monde-là. Et le monde de l'assurance est un monde aujourd'hui qui bouge. On voit le climat. On ne va plus assurer demain, pareil qu'hier, de par les enjeux climatiques qui sont là. Et on voit les réassureurs qui commencent à s'interroger. Est-ce qu'on assurera? Vous prenez les dégâts qu'il vient d'y avoir dans le Nord. Est-ce qu'on assurera? Est-ce qu'on rassurera, par exemple? Non, probablement non. Donc on s'interroge à trouver des nouveaux produits. Vous prenez un particulier qui se dit « Ok, je fais ma rénovation énergétique. Comment on me garantit que demain, je vais bien avoir une économie ?» Eh bien, on est en train d'élaborer des produits avec des assureurs. On reviendra vous en parler quand le produit sera opérationnel, mais il le sera bientôt, où on va garantir effectivement le risque de non-gain. Donc, c'est toutes ces choses, toutes ces nouvelles assurances qui sont liées à un nouveau métier finalement dans ce domaine-là. Et on n'est qu'au début. Il y a eu beaucoup de financements de fait de la rénovation énergétique qui étaient volontaires. Mais la naissance de Synergiec, c'est le constat finalement de trois choses. La première, la baisse des prix. Qui est quand même pas neutre, donc on détruit de la valeur parce que la base DPE, des prix des biens. Le prix des biens, bien sûr. La valeur des biens. Parce que la valeur des biens se détruit parce que les DPE sont là et sont devenus obligatoires. Le monde a changé depuis que tout ça est devenu obligatoire, faut pas l'oublier, et ça date que du 1er janvier, donc finalement c'est assez récent. Et on est tous franco-français, c'est-à-dire qu'on va tous attendre que ce soit obligatoire pour se dire, bon maintenant, mettons-nous en ordre de marche. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, le prix de l'énergie, qui a avec la crise augmenté terriblement. Et comment voulez-vous dire à un particulier qui a... Enfin, on se veut une France de propriétaires. Tous les politiques l'ont dit et redit. C'était ce que voulait Nicolas Sarkozy, en tout cas. Mais Macron, c'est bien avant lui, beaucoup d'autres. Il y a longue cohorte. Mais le dernier en liste, je crois que c'était lui. Oui, tout à fait. Mais ça avait été repris par les autres d'avant. Effectivement, on n'entend plus parler depuis un certain moment. En attendant, le particulier, le ménage français ouvrier qui a travaillé pendant toute sa vie un tiers de ses revenus pour payer son bien, il n'est pas hyper ravi de se dire aujourd'hui mon bien ne vaut plus rien parce que je suis en F ou G. Donc, tous ces éléments-là fait qu'il se dit, OK, il faut que je rénove. D'abord, ça va être obligatoire si je veux vendre et si je veux garder de la valeur à mon bien. Si je suis investisseur, si je veux transmettre de la valeur de bien ou si j'ai une foncière et que je veux garder de la valeur dans mon bilan, je pense qu'on reparlera tout à l'heure avec Pierre de la valeur et de la valeur verte. Eh bien, ce sont des éléments importants et on n'a pas le choix d'y aller. Donc, voilà, on a agrégé toutes nos compétences, moi qui viens effectivement du financement en même temps, donc tout ça cumulé doit nous permettre d'avancer sur ce sujet. Voilà, Alors justement, la valeur verte, parce que je veux quand même revenir sur ce sujet, donc c'est la valeur... qu'est-ce que la valeur verte pour nos auditeurs? Eh bien, justement, la valeur verte, pour l'instant c'est un peu intangible, on n'a pas d'équation, mais... Il faut prendre en compte quelque chose. On n'a pas d'équation, mais tout le monde en parle. Mais tout le monde en parle. Et justement, il faut regarder un petit peu de quoi on parle. Valeur verte, bon, les premiers, c'était les notaires, à avoir observé que quand le DPE était bon, finalement, il y avait une hausse de prix. Donc DPE, diagnostic de performance énergétique pour nos auditeurs. Et quelque part, s'il n'était pas bon,
en effet, il y avait une décote. Une observation depuis 2016. Alors, on peut se dire, en effet, si mon bien est rénové, oui, j'ai une performance énergétique qui est meilleure. Mais ça, ça vient des acquéreurs, oui, tout à fait. qui regardaient. Voilà. Alors, il y a des dynamiques différentes sur certains territoires, très clairement, parce que on sent encore que, évidemment, il y a la tension sur les marchés immobiliers. Après, il faut reposer les choses dans son contexte. Quand un bien est rénové, oui, en effet, il est rénové énergétiquement. Donc, quelque part, on a une amélioration, on a des coûts d'énergie qui sont moindres, mais quelque part aussi, on met à niveau le logement. On le met à niveau, il a une qualité de service qui est meilleure. On ne vit pas dans un bâtiment, dans un logement des années 60 comme on vit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que, je dirais, en même temps, il y a cette valeur verte parce qu'il y a de la performance énergétique et en même temps, quelque part, il y a une valorisation de la qualité de service du bien dans son marché immobilier. Et quelque part, à l'heure actuelle, certains experts se creusent encore la question, où est le curseur ? Mais globalement, quand on rénove, c'est pas uniquement des gains énergétiques, c'est aussi, surtout, une mise à jour du patrimoine, c'est une qualité de service très proche des standards du neuf, donc c'est une amélioration générale du bien. Et souvent, c'est pas pris en compte dans les calculs, les fameux calculs de temps de retour sur investissement, parce que on ne prend pas en compte cet élément-là. Un bien qui est rénové, j'ai fait l'expérience, on peut voir dans des lotissements années 70, le bien qui est rénové, étrangement, il y a une maison d'architecte, on se dit quoi ? Que ça va partir plus vite, et évidemment plus cher. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est un peu la peur aussi, notamment à cause des interdictions. Maintenant, c'est devenu interdit pour les propriétaires bailleurs pour commencer, et puis pour les professionnels aussi. Mais c'est ça qui a engendré en fait cette notion de valeur verte. C'est ça qui commence à faire. C'était dans la stratégie aussi du gouvernement, du gouvernement et des précédents gouvernements. On a toujours eu des réglementations thermiques dans le neuf qui allaient très très loin pour créer un écart entre le neuf et l'existant. Oui, RT 2012, RE 2020. Et quand on rembobine 77, 74, 82, il y avait ces éléments-là de stratégie. Est revenu en force la rénovation du parc du logement social, très clairement, qui a créé un écart entre le logement social et le logement privé. Et en effet, il y avait un effet de quand ma copropriété, je suis copropriétaire privé, et finalement, le bâtiment qui est en face de chez moi, qui est du logement social, a une meilleure tête que ma propre copropriété. Quelque part, ça fait mal, quelque part, ça gratte, et quelque part, ça pousse, ça incite. Il faut voir ces éléments-là. Plus on va loin sur le neuf, sur des performances, évidemment, plus on crée de l'écart, plus ça fait un appel d'air. Alors, rénover, ça coûte cher ? Alors, ça coûte cher, et avant de même parler un coût, on s'adresse à qui ? C'est quand même le seul pan d'activité pour lequel il y a eu... il y avait 3,6 milliards. Il devait y avoir un peu plus, il y a 1 milliard qui vient d'être raboté. Donc on alors ça, vous parlez de l'enveloppe et des dernières annonces de Bruno Le Maire dimanche dernier. Tout à fait. Mais en fait, quand on fait un sondage, un particulier sur deux, un ménage français sur deux, ne sait pas où s'adresser, ou a fait le test, est allé sur le site. Alors, c'est pas un esprit critique ni négatif, mais c'est compliqué, c'est long. On s'adresse à qui ? On fait comment ? Et on entend de tout. Et 100%... Il y a beaucoup d'arnaques. Oui, en plus, alors, celle-ci, on essaye de les trier. Il faut en parler parce qu'il y en a de plus en plus. J'ai lu encore des articles hier, les chiffres sont tombés, il y en a de plus en plus. Et c'est tous les métiers qui se réglementent, c'est tous ces nouveaux métiers qui fait que tout le monde fait un peu n'importe quoi. C'est la boîte de Pandore, tout le monde arrive là-dedans en se disant on va aller faire des travaux, puis on va majorer des devis. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler des arnaques, mais ce qui est clair, c'est que ce marché doit se réglementer, doit s'organiser parce que ça devient un marché de grande masse. Et c'est quand même le seul secteur dans lequel il y a eu plusieurs milliards, il y a une volonté du gouvernement, il y a des lois qui nécessitent aujourd'hui d'avancer dans le cadre de tous ces décrets-là, et des lois, et pour autant, personne s'y retrouve et personne ne sait comment faire. Donc ça devient, c'est l'empilement des couches, on a remis des couches, et aujourd'hui, plus personne ne comprend rien, on a beau essayer de rénover. La machine arrière qu'on a sentie dans les annonces, de se dire, peut-être que la réno globale des particuliers, on va peut-être pas toucher à tout de suite, mais tous les services de l'État sont totalement engorgés et ne savent pas comment faire pour traiter les sujets. Et pour autant, il faut avancer. Et là, on touche vraiment, quelque part, l'ADN de Synergiac. Je vous le dis, il y a encore 5 ans, ceux qui disaient clairement « nous sommes un acteur du financement » faisaient quoi ? Soit c'était des personnes publiques qui, quelque part, avaient la maîtrise et géraient les subventions publiques,
soit c'était des acteurs du C2E, et quelque part, c'était tout. Moralité, on arrivait sur des montants à financer qui étaient extrêmement importants. Ils arrivaient globalement avec 50% d'aide, voire un petit peu plus, et il restait un truc, le reste à charge. Entre 20 000 et 50 000 euros. Et évidemment qu'en 2024, avoir en épargne disponible 20 000 à 50 000 euros comme ça, très rapidement, on se rend compte que, évidemment, c'est plus la panacée. Et c'est quelque part la spécificité de Synergiec d'avoir apporté justement, cette culture C2E, aide publique et la maîtrise quelque part des différentes couches de ce millefeuille, et avec Sylvain et tout son historique, le niveau bancaire qui permet de ce fameux reste à charge, d'aller sur des prêts, évidemment pas des prêts avec des taux des crédits conso, mais des choses extrêmement intéressantes, et on retrouve le corollaire, évidemment copropriété, avec les fameux prêts collectifs, adhésion individuelle. Collectif, reste le tiers financeur. Il y a plein d'aides en région, il y a plein de prêts. Les régions font aussi très bien et veulent accompagner les particuliers. Et les ménages français ne le savent pas non plus. Donc l'idée, c'est d'agréger l'ensemble des aides et à travers ce guichet unique, de pouvoir dire venez, on va vous trouver. Donc on ne fait pas les travaux, on s'occupe bien que de la partie financière, et on veut justement bien scinder les deux de telle sorte à éviter d'être jugé parti. On veut éviter de se dire on va vous faire le DPE, l'audit, et puis on va vous faire le devis travaux, puis les factures travaux, puis on va vous les financer. Non, on s'intègre, on s'inscrit dans une démarche où on veut juste être AMO financier et s'occuper que de cette partie-là. Alors concrètement, je suis propriétaire bailleur. Voilà, je suis concernée par la loi climat et résilience avec un fameux calendrier dès 2025. Les G, tous les G seront interdits à la location. Voilà, j'ai un logement G. Je dois donc faire des travaux. Comment ça se passe ? Je me rends sur le site Synergiec. Alors, j'ai besoin d'aide, évidemment. Bien sûr, Bérénice. Ça dépend quel est ton statut aussi. Et vous en êtes où ? Est-ce que vous en êtes au DPE, à l'audit ? Est-ce que c'est un début de projet ou pas ? Voilà. Parce qu'à la limite, peu importe ce que vous avez fait, si vous savez juste ça, et la panique générale en disant je ne vais plus louer mon petit immeuble que j'ai hérité ou mon appartement, et je fais comment ? Et bien là, j'en ai besoin pour la retraite de ce loyer, évidemment. Et puis vous avez besoin de lui garder une valeur, pour le louer, et puis parce que vous avez pas envie que pour vos enfants. Exactement, j'y pense, puisque je. Et bien là, l'audit énergétique va permettre de déterminer ce qu'on va faire comme travaux. L'idée, c'est d'avoir un saut de plus loin que le DPE, l'audit énergétique. Bien sûr, l'idée, c'est une rénovation globale, j'imagine, et d'aller faire parce que vous avez hérité ça de vos parents. Et puis, tranquillement, votre bien, mais comme beaucoup de biens de bailleurs privés, on vieillit tranquillement avec son immeuble ou son patrimoine hérité. Et puis, globalement, ça se louait. Tout allait bien. Ça aurait pu continuer encore de nombreuses années. Et là, non, c'est fini, Bérénice. C'est fini. Le drame. Tant que si le locataire part, ça va être terminé. Voilà. Et donc, là, il va bien falloir rénover. Et donc là, on va vous conseiller des maîtres d'œuvre et des assistants maîtres d'ouvrage techniques pour faire des devis. Donc, vous me les conseillez. On va vous les conseiller, mais ce sont bien. Si tu as un manque là-dessus. Voilà, oui, parce que forcément, moi, je ne connais pas de... Alors nous, l'idée du guichet unique voulu par le gouvernement, c'est bien de se dire que vous rentriez par le DPE, par l'audit, par un devis travaux que vous avez ou par le financement, il y a un guichet, ça s'appelle Synergiec, et avec ça, on va vous trouver les collègues dans d'autres domaines, mais pour lesquels il n'y a aucun lien de capital, de confiance, qui sont reconnus, qui sont bien sûr RGE, qui ont fait où on sort les bilans, on a tous les bilans de toutes les équipes, bien sûr, et toutes les entreprises avec qui on travaille, on vérifie leur santé financière et puis leur réputation évidemment, et donc on va vous les conseiller, les devis sont faits, on a une enveloppe globale, et là on va aller chercher les aides, les primes, la valorisation des C2E que l'on peut mettre, les certificats d'économie d'énergie, tout ça, ça vient en moins, bien sûr, d'un financement. Et on regarde le financement, le reste à charge. Vous allez faire quoi ? Vous allez regarder, évidemment, l'économie d'énergie, du coût d'énergie que vous allez avoir par rapport à ça, et vous vous dites, je vais avoir peut-être 200, 300 euros de ma poche tous les mois. Est-ce que ça vaut le coup pour revaloriser mon bien et à nouveau le louer ? Parce que sinon, c'est pas 300 euros de moins, mais c'est peut-être 500 ou 1000 euros de moins, parce que je pourrais plus le louer. Donc ça s'apprécie même plus en disant, à prix égal, j'y vais, je vais forcément avoir un coût, mais je le gère comment ? Parce qu'il est bon de rappeler justement ce fameux facteur d'indécence, les interdictions de location. Pourquoi on parle d'interdiction de location ? Parce que sur certains territoires, clairement, on a la mise en place des permis de louer. Donc si on est G, on n'aura pas le permis de louer. Qui sont parfois remis en question par certains maires. Mais... Tout à fait. Non, mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, que va-t-il se passer s'il y a un contentieux ? À partir du 1er janvier 2025, pour les baux nouveaux et renouvelés, pas pour les baux en cours, globalement,
on va avoir le droit des jugements parce que les pouvoirs du juge finalement ont été assez clarifiés, où il pourra y avoir quelque part une indemnité à verser aux locataires, évidemment une baisse de loyer, et puis surtout une injonction de faire des travaux. Donc quelque part, il y aura cette obligation qui va courir. Peut-être moins sur les copropriétés parce que... non, mais l'obligation, elle est là, en tout cas. Mais l'obligation, elle est là. Donc, globalement, les travaux devront être faits à un certain moment. Et c'est là où... C'est la politique du gouvernement. Hein. C'est ce qui est clairement dit. Ils veulent que le parc soit rénové. Oui. Oui, puis c'est une volonté européenne. Enfin, tout le monde, l'Europe a affirmé qu'à un moment donné... j'aime pas dire c'est la mode, mais c'est un peu la tendance... puis on doit contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On doit aller... la politique est en marche. Alors, il y a un bug début d'année, là, d'1 milliard malgré tout, mais... Oui, alors on va juste revenir à... c'est l'annonce de notre ministre de l'économie et des finances qui a annoncé donc dimanche dernier que la fameuse enveloppe supplémentaire pour 2024 de 1,6 milliard serait finalement que de 600 millions d'euros. Voilà, pour ma prime rénov'. 1 milliard d'euros qui part un peu à la trappe. Et ça fait suite à l'annonce 15 jours avant de l'augmentation de cette enveloppe, on est bien d'accord. Oui, alors un peu plus de 15 jours. C'était... On est d'accord. On a un petit peu creusé la question. Pourquoi cette annonce ? Très clairement. Alors le ministre a dit que c'était parce que la croissance avait été, le PIB est inférieur à ce qui avait été prévu. Très clairement, il y a une croissance qui est inférieure, donc en effet, il y a un contexte géopolitique international. Il y a un contexte géopolitique international, donc en effet, il faut faire une économie de 10 milliards d'euros. Quand on prend les chiffres sur l'année précédente, les chiffres de l'ANA, il y a eu en effet 100 000 dossiers qui n'ont pas été opérés. Alors, donc évidemment, quand on est ministre de l'économie, je peux comprendre que très rapidement, on se dise il y a 100 000 qui n'a pas été fait en 2023, on me propose une enveloppe, on me demande une enveloppe colossale sur 2024. Quelque part, oui, attendez, je vais retirer quand même 100 000 parce qu'il me demande plus que prévu. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est pourquoi il y a eu cette baisse en 2023. Tout simplement, déjà, le premier phénomène, alors le contexte un peu morose dans l'immobilier. On peut se dire que certains attendaient aussi que le calendrier de climat et résilience soit revu. ça, clairement, faut pas y compter. Et puis, surtout, malheureusement, le truc complètement fou, c'est que fin d'année 2023, tout le monde a annoncé youpi, attendez les copains, 2024, ma prime rénov', ça va être encore plus important. Alors, il est évident que quand on est propriétaire bailleur, en 2023, on se dit, je vais quand même un peu temporiser et puis je vais lancer ça sur 2024. Mais c'est très intéressant ce que vous avez dit. Il y a aussi ce phénomène de communication. Il y a un sondage qui est sorti, je ne sais plus si c'est l'Adéquation ou un organisme qui a fait ça. C'était courant 2023. Un propriétaire sur 2 n'était pas au courant de la loi climat et résilience aussi. Oui. Il y a aussi cet effet-là. Il y a cet effet-là. Mais le ménage français mélange aussi, parce que ça manque d'informations, l'émission de gaz à effet de serre avec les C2E, avec les primes, personne n'y comprend rien et ne retrouve pas, donc il faut des professionnels pour les accompagner, les aider, bien sûr. Et justement, même sur des mannes financières importantes que sont les certificats d'économie d'énergie, globalement, 75% des Français, qu'ils soient particuliers ou professionnels, ne savent pas qu'ils peuvent y prétendre. Ce chiffre est quand même hallucinant, mais globalement, dès que vous mettez en place en effet un vitrage isolant, dès que vous faites un bout d'isolation, il y a une fiche C2E qui correspond à cette action, donc vous y avez le droit. Donc pour résumer, pour vous, c'est de la mauvaise foi de la part du gouvernement ? Non, je pense que c'est peut-être une sortie un petit peu trop rapide, parce que après, si l'économie ralentit, clairement, quand on investit dans la rénovation énergétique, on rappelle, c'est 4 millions d'emplois directs ou indirects dans les territoires et notamment dans la France périphérique. Clairement, c'est le gros bouton sur lequel le gouvernement peut appuyer quand il y a un trou d'air économique. On l'a vu, justement. Le plus bel exemple, c'est MaPrimeRénov'. Après le Covid, il faut relancer l'économie. Qu'est-ce qu'on fait ? On met des moyens colossaux dans MaPrimeRénov'. Là, ça a marché à tel point que ils ont dû aller piocher dans d'autres lignes du fameux plan de relance pour maintenir un tissu économique. Donc, quelque part, on sent peut-être une annonce un peu précipitée. Et puis, pour compléter, il faut aussi les entreprises. On voit bien qu'il n'y avait pas assez de bande passante. On n'a pas assez d'entreprises. Il en manque plus de 10 000 entreprises RGE. Alors, simplification du label, baisse du prix du label. L'idée, c'est que ça baisse pas la qualité, mais ça, c'est pas à nous d'en juger aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de se dire, il va falloir bien plus d'entreprises pour faire face à cette demande
qui va être plus soutenu que l'année dernière. Je pense que c'est un mauvais calcul de la part du gouvernement de se dire on peut se permettre de baisser parce que tout n'a pas été servi l'année dernière, mais c'était pas obligatoire l'année dernière. Là, aujourd'hui, c'est obligatoire et on manque d'entreprises. Donc, comment on forme plus d'entreprises et comment on garde une enveloppe soutenue. J'espère qu'ils la réviseront peut-être si l'enveloppe actuelle est vite mangée pour nous garantir aux ménages français une bonne rénovation tout au long de l'année. Et justement, le nombre, là on parle des entreprises, le nombre a chuté l'année dernière en 2023, je crois que c'est moins 6%. Oui, parce que c'est fastidieux, vous l'avez dit, ça coûte cher. C'est fastidieux, ça coûte cher. Et comment voulez-vous, vous avez une entreprise, si votre père a une belle entreprise de plomberie et qu'il est RGE, il a du travail. À quel moment il va avoir envie de rentrer dans ce cadre d'une rénovation? On va lui demander de porter la trésorerie parce qu'il va falloir qu'il avance à trésorerie, sauf avoir des mécanismes où on l'accompagne pour ça évidemment. Mais si on ne l'accompagne pas, il va falloir attendre que l'État paye et que les C2E soient versés pour qu'il puisse être payé. C'est pas le banquier de la rénovation, le plombier. Le plombier, il a besoin de faire vivre son équipe, il a besoin de faire vivre ses employés, de pouvoir acheter du matériel. Il va pas avoir des crédits éternels non plus auprès de son fournisseur, de la pompe à chaleur entre autres, etc. Donc c'est toute une chaîne qui doit être revue. On a milité aussi pour simplifier le circuit et faire en sorte de dire mais portez-les. Aucune envie d'un artisan d'être RGE, complications. Encore plus de contraintes, empilement encore de tâches administratives, et en plus il faut qu'il ait de la trésorerie, sinon en plus il risque de couler. J'ai les chiffres, c'est 6% donc, d'entreprises RGE en moins en 2023 et 20% d'entreprise d'isolation, donc pour les travaux d'isolation, en moins en 2023. Donc là l'isolation, on est en plein dans la rénovation énergétique. Alors concrètement, donc Synergec maintenant pour les professionnels. Donc là je suis professionnel. Décret tertiaire. Décret tertiaire, tout à fait. Alors vous êtes classiquement, vous avez votre immeuble, vous êtes profession libérale, avocat, conseiller en je ne sais quoi, expert comptable, et vous avez votre immeuble en banlieue. Il y en a partout en France. Chacun se reconnaîtra dans les auditeurs. Et globalement, vous vieillissez avec votre immeuble également, votre entreprise aussi. Et puis là, il y a une rénovation colossale à faire. Alors l'obligation, elle est beaucoup moindre. Puisqu'on pourra toujours continuer à louer, sauf qu'il a fallu déclarer. Il a fallu, alors je parle des immeubles de bureaux principalement, mais je parle aussi des commerces. Tout le monde fait les courses au supermarché du coin. Le supermarché qui a plus de 1000 mètres est aussi concerné par ça. Puis les entrepôts, les entreprises, etc. Donc c'est un secteur largement concerné aussi, où la valeur, l'obligation de rénover, c'est pas un coup près. Pour l'instant, il a fallu que chacun déclare sur un compte qui s'appelle Opéra avec un tel à la fin. La plateforme déclare sa consommation en choisissant. Il y a eu beaucoup de problèmes d'ailleurs, ça a été repoussé. Les entreprises ne comprennent toujours pas. Alors, on est bien d'accord. Et comme l'amende est finalement que de 1500 € de mémoire, il y a encore un peu de marge. Mais finalement, on va arriver à la rénovation de tout ce secteur-là, non pas par l'obligation comme pour le particulier, mais par la pression mise environnementale, RGE, par les entreprises, par les données extra-financières, par les experts comptables, par ce monde, par les fournisseurs qui disent ce que vous avez, comment est votre bâtiment, etc., qui fait que la rénovation va se faire. Un exemple type, un Intermarché, en moyenne, qui était à 150 000 € de coût d'énergie, est passé à 250 000 aujourd'hui. Il va rénover. On prend un Intermarché qui a 25 ou 30 ans. Ah oui, ils viennent de racheter Casino. En plus. Voilà. donc, on a de belles années devant nous. Donc, il y a beaucoup de... Voilà, donc c'est le cas type. Donc, entre ça et l'obligation d'aller couvrir en carport et d'équiper de panneaux photovoltaïques leur toit, couvrir leur parking. Oui. Finalement, ça a du sens. Bah oui, bien sûr. Et alors, c'est un coût, bien évidemment. Mais alors après, ça ouvre d'autres voies, l'autoconsommation. Est-ce que demain, un Intermarché qui va, on va pas citer, j'ai pas de billes dans la marque, je vous rassure. Mais on va prendre l'ensemble et on va prendre aussi le cabinet de mon expert comptable, son petit immeuble. Oui, bien sûr qu'ils sont sensibles à l'autoconsommation. Est-ce qu'elle est individuelle, est-ce qu'elle est collective? Comment on peut faire? Donc ça ouvre d'autres voies et d'autres pistes de réflexion qu'on commence à voir arriver. Pierre, vous voulez réagir? Mais très gros impact quand même, parce qu'en effet, cette obligation, elle est sur du long terme. Clairement, l'objectif final, c'est 60% d'économie en 2050. Ça bouge quand même énormément les lignes, parce que, en effet, Sylvain le rappelait, il y a des amendes. Globalement, il faut pouvoir pris 5 courriers du préfet. C'est entre 1500 et 7500 € d'amende. Qu'on se dise des choses, c'est 2-3 mètres carrés. Voilà. Donc, entre guillemets, il n'y a pas vraiment mort d'homme.
ce qui est beaucoup plus tendancieux, c'est qu'il y a un autre volet à l'affaire qui s'appelle le name and shame. Ça veut dire que les vilains petits canards auront leur nom en haut de l'affiche. Ça, c'est une grande mode. Et là, ça fait mal parce que justement, certains ont des notations en triple capital, des banques qui regardent justement un capital humain, social, environnemental. Quel est le rapport RSE? Enfin voilà, on sent confusément que certains, en effet, ont peur du name and shame parce que quand on est une grande enseigne, qu'on veut se redévelopper, qu'on veut se déployer, même si on n'a pas des grandes boutiques, mais on rappelle, c'est aussi 1000 mètres cumulés dans une même unité foncière. À certains moments, si je vais voir ma banque et qu'ils me disent très clairement, oui, enfin, vous êtes gentil, mais par contre, vous êtes classé comme, pollueur, parce que vous êtes sur la liste. Là, évidemment, le taux sera peut-être différent. Évidemment, il va se passer d'autres choses. Donc, c'est pour ça que ça crée vraiment une tension. Et quelque part, tout comme on a ces interdictions de location, finalement, on n'a pas d'interdiction de location. Mais par contre, en effet, on se rend compte que si on n'est pas très, très bon et si on commence en tant que propriétaire bailleur à être classé comme les mauvais élèves, évidemment que ma valeur moyenne locative, je vais me la prendre dans la figure. Enfin voilà, je vais devoir la baisser. Évidemment, je vais avoir des taux de vacances. John Langlassalle sur Londres a fait une très belle étude en 2021, justement sur cette valeur verte, très clairement. Taux de vacances, quand un bien est super top environnemental, c'est 7% de vacances quand le reste du marché est à 20%. Voilà. Valeur de loyer, c'est entre 20 et 30%. Et la qualité de signature des locataires est bien meilleure. Et la pression du marché, Pierre le rappelait, mais la pression du marché, elle vient aussi via le monde bancaire. Mais que ce soit pour un particulier, alors on l'avait déjà depuis 2-3 ans, qui achète un bien, on va exiger le DPE, on va vérifier où il en est, on va exiger d'avoir une enveloppe travaux. Alors nous, on s'occupe que des travaux, on est bien d'accord, mais on a cette enveloppe travaux. Et dans le tertiaire, c'est la même chose. Aujourd'hui, audit, fournissez l'audit. Il est préconisé quoi? C'est quoi le plan pluriannuel? Sur les 10 ans qui viennent, il va y avoir quoi comme travaux? Et il faut prévoir une enveloppe. Il n'y a plus un bien aujourd'hui dans le tertiaire qui se finance si le bien n'est pas de bonne qualité. Donc ça bouge aussi. Tous les parcs actuels qui se vendent, il y a toujours des biens en vente dans le tertiaire, soit des entrepôts, des bureaux et autres, bougent aussi et le monde financier joue son jeu aussi et son rôle. Et alors, je vais faire une petite ouverture, mais on n'aura pas le temps de détailler. Ça reste quand même, il y a un peu une part d'hypocrisie parce que je ne sais pas si vous avez vu, il y a une étude qui est tombée du Crédit Mutuel et du Conseil d'analyse économique qui a fait une grosse étude sur des milliers de ménages. Et en fait, un logement performant, donc des personnes qui ont fait les travaux, il n'y a pas forcément d'économie d'énergie derrière. En fait, ils ne font pas d'économie parce qu'il y a le comportement des usagers à changer aussi. Il y a une pédagogie à faire. C'est essentiel et nous approchons et ça, cette on n'en question. parle pas beaucoup, je trouve. Non, on en a parlé au moment des 19 degrés, au moment de la guerre, du début de la guerre en Ukraine. On en a parlé à ce moment-là. Mais ce comportement à avoir, ce nouveau comportement qui va avec les travaux, on n'en parle pas beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est le paradoxe de Jevons. Voilà, le langage technique, globalement, on rénove. Ok, super, donc on se dit on va beaucoup mieux, on sait qu'on fait des économies. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pendant les 12 premiers mois, en fait, nous avons une dérive des consommations. Voilà. Et il est vrai que l'impact du comportement est primordial et essentiel. En France, on a vu l'étude du CAE, c'était c'est un facteur 1 à 2. C'est-à-dire qu'on prend une même typologie de famille dans un bien, par exemple BBC, bâtiment basse consommation, ça va être 50 kWh par mètre carré par an. On prend la même typologie de famille dans un autre, finalement, ils vont consommer 100. J'en rembobine un petit peu. Il y a quelques années, les Anglais avaient fait cette étude sur un écoquartier qui s'appelle BZ à Londres. C'était un facteur 1 à 7. C'est-à-dire que vous aviez un couple avec 2 enfants, 50 kWh par mètre carré par an, un autre couple avec 2 enfants, dans ce même écoquartier, donc avec le même type de bien, 350. Mais le prix, la sobriété énergétique passe forcément par un phénomène prix. C'est l'augmentation du prix qui fait que les gens vont se dire je consomme moins et vont commencer à prendre ces habitudes-là. Bien sûr. Mais c'est pas que la réno, bien sûr. Alors pour terminer, synergiec.com, j'avais juste une petite question. Alors vous, comment vous rémunérez sur ce processus? Eh bien, des frais de dossier globaux, que ce soit une copropriété, parce qu'il y a de l'ingénierie financière, il y a du temps à passer. C'est bien comme sûr. Lorsque vous voyez un avocat, un spécialiste, il va vous facturer X l'heure. Donc on a des forfaits, bien sûr, établis pour des particuliers qui rentrent dans l'enveloppe, qu'on finance également dedans. Donc c'est transparent pour eux
eux, mais c'est bien affiché, ils ont bien l'info là-dessus. Sur une entreprise, il y a moins de sujets, ils ont plus l'habitude de payer des conseils, ils payent le DPE, ils payent l'audit. Donc, ils vont payer effectivement la prestation totale. Et sur les C2E, sur le principe même des certificats d'économie d'énergie, il y a une marge qu'on garde et qui est classique pour tous les acteurs. Donc, synergiec.com. Voilà, rendez-vous sur ce site pour tous vos travaux de rénovation énergétique, pour le financement de vos travaux de rénovation énergétique. Eh bien, à bientôt sur notre site, Bérénice. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous deux, Sylvain Lefebvre, merci Pierre Évrard. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. À très vite. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.